Olivier Sibony, vous êtes une sorte d'anti-Didier Raoult, si j'ose dire, ou j'aurais aussi envie de vous appeler le Socrate de la stratégie, puisque contrairement à ceux qui affirmaient leur certitude pendant cette crise, notamment sur le virus, que ce soit certains médecins, mais aussi nos proches, on connaît tous des gens qui savaient à quoi s'en tenir pendant cette crise, vous avez repris l'adage du philosophe Socrate, à savoir « je sais que je ne sais rien », en allant plus loin, puisque je vous entendais récemment affirmer dans votre vidéo sur les biais cognitifs qui a fait un buzz extraordinaire et que je vous conseille vivement de regarder dans son intégralité, que de manière générale, personne ne savait rien, mais qu'on n'était pas forcément au courant qu'on ne savait pas. Voilà. Donc, en tant que professeur affilié de stratégie à HEC Paris et Associate Fellow de la Saïd Business School d'Oxford, vous êtes spécialisé dans ce que vous appelez la décision dans le brouillard. Nous sommes donc ce soir très impatients d'entendre ce que vous allez nous dire sur les meilleures manières d'agir dans une situation d'incertitude radicale comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci Anne-Sophie. Vous placez la barre très haut en me comparant à Socrate. Je risque de décevoir beaucoup les attentes que vous avez créées. Mais je voudrais essayer de parler effectivement d'incertitude et parler de stratégie dans l'incertitude et de leadership dans l'incertitude en essayant d'être aussi concis que Patrick qui a placé lui aussi la barre très haut. D'abord, l'incertitude. On est dans le brouillard, décide dans le brouillard. En fait, ce n'est pas nouveau. En fait, on est toujours dans l'incertitude. Et les administrateurs et les dirigeants qui nous écoutent le savent qu'ils sont toujours dans l'incertitude. Simplement, il y a des périodes comme en ce moment où on ne peut plus faire semblant qu'on ne l'est pas, où le voile tombe et où on s'aperçoit, on ne peut pas prétendre qu'on est dans l'incertitude alors qu'on est en fait toujours dans l'incertitude. La réalité, quand on fait un plan, quand on fait un budget, on trace une ligne et on dit, voilà, ça va ressembler à ça, ou quand Patrick fait des prévisions, il dit, ça va ressembler à ça. Mais on dit toujours, en fait, c'est la médiane d'une gamme de possibilités, mais on l'oublie très vite parce qu'on n'aime pas l'incertitude. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas l'incertitude ? D'abord, vous preniez l'exemple du professeur Raoult, parce qu'on préfère suivre des gens qui exudent la certitude. Donc quand Raoult nous disait au début de la crise « ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait plus de 10 000 morts, c'est rien du tout, c'est une grippette cette affaire », c'était très rassurant, on avait très envie de l'écouter. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne perd pas beaucoup de crédit quand il dit des énormités comme ça. On continue à l'écouter. Donc en fait, on aime écouter les gens qui affichent de la certitude, et les gens qui disent qu'ils ne savent pas, on hésite un peu à les suivre. Peut-être que ça fait partie des choses qu'on devrait revisiter un peu. La deuxième raison, c'est que tous nos modes de management, tous nos systèmes, tous nos outils sont en fait conçus pour des périodes de certitude. Les outils de stratégie que j'enseigne à mes étudiants, que vous avez appris quand vous étiez à l'école, ils consistent à dire, de quoi sera fait l'avenir dans quelques années, quelles sont les tendances, que font nos concurrents, bref, on commence par prévoir tout ce qu'on peut prévoir, et puis ensuite on fait ses plans. Et ça allait très bien à l'époque où on a inventé tous ces outils, dans les années 50, 60, où le monde était raisonnablement prévisible, et d'ailleurs où tout se passait plutôt bien, on était dans des périodes d'expansion linéaire, continue. Tous ces outils ne sont pas très adaptés à des périodes de volatilité et d'incertitude. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dès qu'on est face à un choc, par exemple quand on s'aperçoit en mars que notre budget 2020 est à jeter aux orties parce qu'il ne vaut plus rien, qu'est-ce qu'on fait tous ? On refait un nouveau budget. C'est intéressant, on s'aperçoit qu'on a un outil qui n'a pas fonctionné parce qu'en fait le monde était imprévisible, et la première chose qu'on fait quand on se prend dans la figure le fait que le monde est imprévisible, c'est qu'on va le réutiliser une nouvelle fois. Peut-être qu'il faudrait se demander comment est-ce qu'on fait autrement. Alors ça m'amène justement au sujet de comment est-ce qu'on fait de la stratégie dans l'incertitude, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut changer un peu de logiciel, comment est-ce qu'on peut changer d'outil, comment est-ce qu'on peut faire différemment. En fait, il y a une première idée que beaucoup de gens prônent dans ce genre de situation qui consiste à dire laissons tomber la stratégie. Ça ne veut plus rien dire de faire de la stratégie quand on est dans un monde aussi volatile, aussi incertain. On a beaucoup entendu, il y a déjà de longues années, l'acronyme VUCA pour Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. On disait, dans un monde VUCA, comment est-ce qu'on fait de la stratégie ? Bref, laissons tomber la stratégie, place à l'improvisation, à l'entrepreneurship, à la liberté, ça va être merveilleux. Les entreprises vont être libérées, elles n'auront plus de plan, et puis d'ailleurs elles n'auront plus de hiérarchie non plus, ça va être formidable. En fait, ça ne marche pas très bien quand on fait comme ça, pour plein de raisons qui d'ailleurs sont probablement assez évidentes pour les gens qui nous écoutent. Et surtout, ce que disent les gens qui ont l'habitude de l'incertitude, par exemple les militaires, c'est qu'en fait les plans, ça sert toujours, même quand on est dans l'incertitude, surtout quand on est dans l'incertitude. Eisenhower disait « Les plans ne servent à rien, mais la planification est indispensable. »
Les plans ne servent à rien parce que ça ne va pas se produire comme on avait prévu que ça va se produire, mais la planification est indispensable parce que quand on a fait des plans, on va pouvoir s'en servir en les triturant autrement, en faisant autre chose. Un exemple tout à fait frappant de ça pendant cette crise, c'est cet exploit que vous avez vu réalisé sous vos yeux, des TGV médicalisés. Les TGV qui transportaient des malades du Covid, en particulier depuis le Grand Est vers le Sud-Ouest, cette espèce de chorégraphie incroyable où on arrive à prendre des gens qui sont intubés, qui sont à l'article de la mort, et à leur faire traverser toute la France avec une équipe au départ, une équipe au milieu, une équipe à l'arrivée. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? On ne l'a pas improvisé. On arrive à faire ça parce qu'on avait un plan. Ah bon, on avait un plan pour le Covid? Non, on n'avait pas prévu le Covid. On avait prévu un attentat terroriste. Et parce qu'on avait fait un plan pour un attentat terroriste, on a été en mesure de faire face au Covid. Donc la leçon de cette histoire, c'est que dans l'incertitude et quand on est face à un choc, il ne faut pas faire moins de plans, il faut en faire plus. Mais il faut les faire un peu différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer un scénario, il faut en imaginer plusieurs. Le Conseil scientifique nous en donnait enfin l'exemple il y a quelques jours, après avoir affiché beaucoup de certitudes, en nous disant, voilà, il y a 4 scénarios pour la manière dont cette épidémie va s'éteindre ou revenir ou se prolonger, etc. Ça, c'est une bonne logique de planification dans l'incertitude parce qu'on affiche dès le départ qu'on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait, qu'il y a plusieurs scénarios et qu'on va être habile, qu'on va être agile, qu'on va s'adapter en fonction de ces scénarios. Donc, faire de la stratégie dans l'incertitude, c'est avoir plusieurs scénarios, c'est aussi le faire un peu différemment, c'est-à-dire le faire plus collégialement. Pourquoi? Parce qu'on est plus capable d'imaginer plusieurs scénarios quand on est plusieurs que quand on est tout seul. C'est tout bête, mais si on veut imaginer des scénarios auxquels on n'a pas pensé, il va falloir demander aux autres de nous aider à les imaginer. Donc, le rôle du stratège dans une situation comme celle-là va être de faire plus de plans, pas moins, plus de plans littéralement en termes de nombre de plans, c'est-à-dire d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, bref, des scénarios divers qui reposent sur les différentes incertitudes qu'on peut identifier, et de faire ces scénarios, d'échafauder ces scénarios avec ses collaborateurs, par exemple en faisant des wargames, un exercice qu'on ne fait pas souvent, qui consiste tout simplement à se dire « je me mets à la place de l'adversaire », ou une partie de l'équipe se met à la place de l'adversaire, on va se demander ce qui se passe dans les différents scénarios. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait de la stratégie dans l'incertitude en peu de mots. Mais ça nous amène en fait à la troisième question qui est la plus difficile, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader dans l'incertitude? Parce qu'on entend souvent, et beaucoup de gens pensent, que dans l'incertitude, on attend du leader qu'il nous rassure, qu'il dissipe l'incertitude. Et c'est vrai, je le disais en introduction, que quand quelqu'un affiche ses certitudes, on a tendance à l'écouter, on a tendance à vouloir le suivre. Le problème de ça, c'est que le leader qui affiche ses certitudes, quand en fait il ne sait pas, risque d'être rapidement démenti par les faits. Celui qui nous dit que demain reviendront des jours heureux et après-demain des jours radieux, avec un peu de chance ça va se produire, on l'espère tous, mais si ça ne se produit pas, sa cote de popularité risque de s'effondrer. L'alternative à ça, c'est pas de renoncer à être un leader, c'est d'être un leader d'un style un peu différent. Et je crois qu'on a vu émerger dans cette crise une variété de styles de leadership qu'on n'avait pas vu avant, et en particulier, on a vu, dans beaucoup de pays étrangers et un peu en France, des leaders commencer à dire qu'ils ne savent pas. Des leaders qui disent « je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais on va faire de notre mieux et je compte sur vous et j'ai besoin de votre aide ». Alors on pourrait prendre plein d'exemples. Moi, un exemple qui m'a frappé, c'est une gouverneure américaine. L'exemple, Gina Raimondo, la gouverneure de Rhode Island, dont on parle d'ailleurs comme d'une potentielle vice-présidente ou candidate à la vice-présidente pour Joe Biden, qui en fait, au début de la crise, disait « je ne sais pas ce qu'il faut faire, il n'y a que des mauvaises solutions, mon rôle c'est de choisir la moins mauvaise, le seul truc que je peux vous promettre, c'est que je vais faire des erreurs. Mais je peux aussi vous promettre que quand j'aurai fait une erreur, je rectifierai le tir et que je changerai et que j'aurai le courage de vous dire que j'ai fait une erreur et de changer. » Ça, c'est un style de leadership qu'on n'entend pas souvent chez nos dirigeants, ni politiques ni économiques d'ailleurs, et je crois qu'on gagnerait à l'entendre plus et on gagnerait tous à se dire, au fond, on est entouré de gens intelligents, on a choisi les gens qui sont autour de nous parce qu'ils sont intelligents, ils savent qu'on est dans l'incertitude, faire semblant qu'on sait ne leur apporte rien, et à nous non plus, donc acceptons d'être des leaders un peu plus humbles. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur l'incertitude aujourd'hui. Merci.